老马过来了。哎，你灯在啊？灯了。好，又灯了。On va ouvrir cette réunion de commémoration avec Catherine Blanjean et moi-même. Donc je me présente, je m'appelle Marie Haussmann, je suis la présidente de Solidarité Chine et nous avons beaucoup travaillé, Wang Koping et moi, pour obtenir l'autorisation d'exposer cette chaise aujourd'hui. Je dois dire que c'est un très long combat. On n'est pas vraiment aidé par la mairie de Paris, il faut le dire gentiment mais fermement. Mais on est arrivé à l'exposer et je vous encourage vivement à prendre le plus de photos possible parce que dans 1h30, la statue elle doit être démontée et remballée. Nous ne sommes pas autorisés à la laisser ici. Voilà. Donc, comme vous le savez, il y a un an, Liu Xiaobo est décédé. Il y a un an, le 13 juillet, nous étions ici et nous nous apprêtions à réclamer sa libération et la possibilité pour lui de se faire soigner à l'étranger. Et c'est le jour où il est mort. Cette année, on commémore sa mort et nous nous réunissions pour faire sortir Liu Xia de Chine. Et voilà que hier, elle a été libérée. Comme quoi, il y a un lien entre notre action et ce qui se passe en Chine. Bon, je ne sais pas de quel domaine, à quel niveau, mais il y a un lien quand même. Je dois faire une courte traduction en chinois aussi parce que certains de nos amis chinois ne comprennent pas le français. 我就简单的总结一下，我正在说，我们去年在这儿要求刘晓波出去治疗，但是他去世了。今年我们又来了，要求刘霞有机会到国外去，他已经得到了自由，所以我们在这儿安排什么，每次都有结果。那我就继续讲。Pourquoi est-ce que nous voulons commémorer ce très grand personnage qui était Liu Xiaobo? Je crois que c'est très important de le rappeler. La première des raisons, c'est que les autorités chinoises ont tout fait pour que nous l'oublions. Donc déjà, par définition, si eux veulent qu'on l'oublie, nous, on va s'en rappeler. Qu'est-ce qu'elles ont fait? D'abord, elles l'ont laissé mourir en prison. On peut dire d'une certaine façon qu'il s'agit d'un crime. Je pense que Liu Xiaobo était malade probablement depuis longtemps. Les autorités devaient le savoir. Ils n'ont rien fait pour le soigner, rien fait pour l'autoriser à se faire soigner à l'étranger. Et ils l'ont laissé, on peut dire, crever. C'est un scandale et on ne peut pas accepter ça comme ça. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volé cette mort à sa propre épouse. Liu Xia a été autorisé à rester près de lui durant ces derniers moments, c'est vrai, mais dès qu'il est mort, il a été incinéré et 48 heures après sa mort, ses cendres étaient déjà jetées dans l'océan. Autrement dit, le gouvernement chinois a eu peur de Liu Xiaobo durant sa vie et il a encore peur de Liu Xiaobo après sa mort. Et donc, à cause de cela, Wang Koping a décidé de créer un monument pour que quelque part sur cette terre, il y ait une trace de Liu Xiaobo. Évidemment, c'est une trace symbolique, mais nous estimons que c'est extrêmement important que cette trace symbolique existe. 我说那个刘晓波在监狱里去世，是这个共产党的一个严重的罪，但是他去世之后，他们连他的尸体都不还给他的妻子，他们马上要把他火化了，然后把他的骨灰扔在
海洋之内，就不允许哪里有任何坟墓，哪里有任何可以纪念他的一个地方。所以我们一定要有这个遗址放在巴黎的一个什么地方？现在只找到了7000几个小时这个地方，但是将来会有这么一个地方，这个我能保证。我要花多少力气，我就是有一天会成功。Donc, ce soir, nous commémorons la personnalité de Liu Xiaobo. Évidemment, nous nous réjouissons vraiment avec une grande joie, une grande sincérité de la libération de Liu Xia. J'ai la chance d'être amie avec Liao Yiwu. Hier, Liao Yiwu a invité Liu Xia à la maison et m'a envoyé des photos de Liu Xia absolument rayonnantes, débordant de joie et de vie. Et c'est tellement rassurant de penser que cette femme qui a souffert d'une grave dépression pendant 10 ans ait encore toute cette vie en elle, toute cette énergie. Et on se dit que, ma foi, Berlin, puisqu'elle vient vivre à Berlin, c'est une c'est une renaissance pour elle. Et c'est un très grand soulagement pour nous. Je ne dis pas que notre action a mené à sa libération, mais notre action est en parallèle avec sa libération, donc on se réjouit sans réserve. 我说留下得到了自由，我看过他从飞机出来之后的照片，他的脸上那么愉快，他这个笑的方式那么快乐，我们真的心里感到非常放心，非常愉快。Mais aujourd'hui, nous sommes surtout là pour nous rappeler de la personnalité de Liu Xiaobo et nous demander pourquoi un individu aussi remarquable a été rayé de la surface de la Terre par les autorités chinoises. J'ai beaucoup de réponses à ça. La première, bien sûr, c'est qu'il est allé au sacrifice les yeux ouverts. Il savait que les autorités chinoises allaient le garder en prison pendant 11 ans. Il a accepté cette peine, il l'a vécu avec toute la dignité qu'un être humain peut montrer dans ce genre de situation. N'oubliez pas que c'était la 4e fois de sa vie qu'il entrait en prison. 4 fois de suite, Liu Xia a été une veuve en quelque sorte, et finalement une veuve pour de bon. Et malgré cela, l'aura de Liu Xiaobo continue à rayonner vers l'extérieur. Et on va parler de ça ce soir. Donc je voudrais d'abord vous présenter Catherine Blanjean, qui, avec moi, va vous lire un poème de Liu Xia. Je voudrais vous rappeler que Liu Xia est une grande poétesse et une grande artiste, et donc on veut aussi rendre hommage à Liu Xia. On va vous lire L'Arbre, qui a été écrit le 12 décembre 2013. Est-ce un arbre? C'est moi, toute seule. Est-ce un arbre en hiver? Il est comme ça toute l'année. Où sont les feuilles? Les feuilles se sont envolées au loin. Pourquoi dessiner un arbre? J'aime sa façon de rester dressé. Vous n'êtes pas épuisé d'être un arbre toute votre vie? Même si je m'épuise, je veux rester debout. Y a-t-il quelqu'un près de vous? Il y a les oiseaux. Je n'en vois aucun. Écoute, le son du battement de leurs ailes. Pourquoi ne dessinez-vous pas des oiseaux sur votre arbre? Je suis trop vieille pour voir encore. Aveugle. Peut-être que vous ne savez pas dessiner un oiseau. C'est vrai, je ne sais pas. Vous êtes un vieillard obstiné. C'est ça. 这是留下的一首诗。现在 Catherine Blanjean 要念她给留下写的一本书的一部分。On va lire un extrait du livre de Catherine sur Liu Xia. Alors, Catherine, on peut se demander pourquoi vous avez écrit un livre sur Liu Xia. Finalement, vous êtes belge, vous êtes loin, vous ne parlez pas chinois, et pourtant, cette femme, son destin, vous ont bouleversé. On a prononcé le nom de Liu Xia, on m'a parlé d'elle
On m'a dit que c'était une femme qui était enfermée depuis plusieurs années chez elle parce qu'elle était la femme du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo. On m'a dit qu'elle était vraiment isolée du monde. J'ai par hasard été voir sur internet, j'ai vu ses photos, j'ai lu quelques-uns de ses poèmes et j'ai été vraiment touchée. Je me suis demandé, mais comment est-il possible de survivre à une chose pareille, être coupé du monde et être coupé de son amour pendant 7 ans, pendant 6 ans à l'époque, 7 ans, 8 ans maintenant. Et puis en plus, voilà, ses œuvres, ses poèmes m'ont vraiment touchée. Je trouve qu'au-delà de ce qu'elle vit, elle en particulier, de ce qu'elle a vécu avec Liu Xiaobo, je trouve que tout ça a une valeur vraiment universelle. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que ce serait bien de lui écrire. Je savais qu'elle ne pourrait jamais recevoir mes lettres, mais j'ai eu envie de lui envoyer des lettres. Et je vais vous lire ces lettres ont servi de canevas à au livre que j'ai écrit, effectivement. Il n'y a pas que les lettres, il y a d'autres choses. Après, il y a toutes les recherches que j'ai faites autour de Liu Xia et autour de son histoire, autour de son histoire avec Liu Xiaobo, autour de ce qui se passait en Chine. Voilà, je vais vous lire un extrait de la première lettre, en fait. J'ai pensé aux femmes qu'on emmurait vivantes au Moyen-Âge, celles qu'on accusait de sorcellerie ou d'adultère. J'ai pensé à ce que c'était d'être privée de sa voix, de son amour, de ses amitiés, de sa vie. J'ai repensé au papier collant sur ma bouche à l'école. Je me suis demandé comment tu pouvais survivre. J'ai pensé que j'avais envie de briser le silence, même si mes moyens sont dérisoires. Même si je ne te connais pas. Même si nous ne devons jamais nous rencontrer. Alors je décide de partir à ta recherche. Qui es-tu? Les photos, petite tête de moineau, cheveux coupés très ras, grande bouche généreuse, sourire éclatant mais d'une grande douceur. Beaucoup de douceur, je trouve, dans ton visage et dans ton regard. Je comprends qu'on puisse tomber amoureux de toi. Des photos où tu pleures. Une photo où tu as du papier collant sur la bouche, toi aussi. She's not free. Des photos avec ton amoureux, ton mari. 2 sourires doux et éclatants. Ah, écoutez ce texte aujourd'hui, c'est quand même bouleversant. 刚才 Catherine 念的这部分就是讲，她想起留下一个人在那儿待着，等她的丈夫回来，会有什么样的感觉？因为这些感情，同情 Catherine 就写了这本书，就是假装给他写信，他知道这些信他永远不会看，而且他不懂法语，所以信也是象征性的。 En vérité, dans ce lieu dépouillé d'humanité, la seule façon de préserver sa dignité est la résistance. L'emprisonnement n'est donc une partie indispensable de la dignité humaine. Il n'y a pas de quoi se vanter. Ce qui est à redouter, ce n'est pas l'emprisonnement. C'est après, une fois que l'on est libéré et que l'on estime qu'il faut faire payer à la société sa dette de sang et quand on veut régenter le monde. Je suis parfaitement conscient que, après le 4 juin 1989, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés ont été condamnés à des peines beaucoup plus lourdes que les miennes, moi qui suis une personne en vie. Aucun homme ordinaire ne peut imaginer l'horreur des conditions de détention. Comparé aux autres victimes des manœuvres ténébreuses et des dessous des complots communistes, aucun de nous ne peut prétendre à être considéré comme un grand homme. Depuis tant d'années de grandes tragédies, nous n'avons toujours pas vu émerger en Chine de personnalités morales charismatiques comparables à un Havel. Pour que chacun ait droit à ses propres intérêts, il faut le sacrifice désintéressé d'un géant moral. C'est particulièrement vrai pour notre nation, qui plus que tout autre a besoin d'une personne de grande valeur morale. La force d'inspiration d'un modèle est sans limite. C'est un symbole qui peut attirer beaucoup de ressources morales. On peut parfaitement se faire une idée de la bienveillance et de la fermeté humaine. En revanche, le mal et la lâcheté des hommes dépassent l'imagination. Et à chaque fois qu'une grande tragédie se produit, je suis toujours saisie de frayeur précisément à cause du mal et de la lâcheté humaine. Toutefois, je reste serein devant le manque de bienveillance et de ténacité. La raison pour laquelle les mots renferment une certaine beauté,
c'est qu'ils permettent à la vérité de briller dans l'obscurité absolue. C'est la beauté qui fait toute la vérité. Or, tout ce qui est tapageur ou voyant ne sert qu'à masquer la réalité. Merci. 刘晓波刚才写的文章就说明，他可以理解，世界上有很多人没有这个勇气去反对一个独裁制度。他说，为什么在中国没有这么一个举人出来？他说我完全能理解，人类会勇气不够。但是他有过这种勇气，他奋斗到底，所以我们今天要纪念他，也是这个原因。Je trouve que ce texte résume assez bien l'attitude de Liu Xiaobo, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'en Chine, il n'y a pas eu de grand nom qui ait émergé pour porter ces valeurs de la justice, de la vérité, de la liberté d'expression, enfin de toutes les valeurs que nous représentons ici. Et qu'il fallait que quelqu'un s'y colle en quelque sorte. Je crois que c'est un texte, c'est un constat, c'est aussi un texte à la fois d'une grande modestie, mais aussi d'un ego très sain. Il dit, bon, ben, si personne n'y va, je vais y aller. Il ne se met pas en avant, mais il accepte cette responsabilité. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un veut y aller, eh ben, il faut qu'il y aille. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et c'est vrai qu'en Chine, et j'ai devant moi Alain Bouc qui a eu une particularité, c'est qu'il peste tout le temps contre la dictature chinoise, mais il peste aussi contre cette absence d'émergence de personnages forts qui résistent et qui résistent publiquement, ouvertement et efficacement. Alors, je vais faire un trait d'humour épouvantable, mais vous allez me pardonner. J'ai demandé à Tsai Chong-kuo d'être là aujourd'hui, il est à Paris. Je lui ai dit d'être à l'heure et il est en retard. Voilà. Alors, une particularité de Tsai Chong-kuo, c'est qu'il est toujours en retard. Bon, il a d'énormes qualités, mais enfin, là, il est en retard. Je crois qu'il sera en retard pour son propre enterrement, comme on dit souvent. Et puis, il va arriver. Quand il va arriver, il sera très convaincant, mais là, il n'est pas là. Donc, on passe à Alain Bouc, justement, qui voulait parler de ce problème de l'émergence de la Chine et de son rôle en Asie du Sud-Est et de ce qu'elle représente aujourd'hui. Je le laisse donc prendre la parole et puis je vous lirai juste quelques lignes de Liu Xiaobo sur cette question. Si on approfondit, on trouve... Ça marche. Oui. On trouve dans leur situation tragique les problèmes. Voilà. Ah, les problèmes de la Chine dans leur ensemble. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que la Chine, et on le voit précisément dans leur cas, est d'abord un pays du mensonge, qui est Liu Xiaobo, écrivain, philosophe, pamphlétaire. La réponse des autorités chinoises, c'est très simple, c'est un criminel. Pourquoi c'est tout? Et d'ailleurs, il n'a jamais eu de prix Nobel, puisque la presse chinoise ne l'a jamais dit. Quant à Liu Xia, c'est une famille, puisqu'elle est librement assignée à résidence par une police libre. Qu'est-ce que vous voulez de plus et pourquoi se plaint-elle? Je dis ça parce que dès le départ, il faut mettre en évidence ce mensonge qui caractérise la vie politique chinoise et ce qui était autrefois d'ailleurs aussi les démocraties populaires de l'Europe orientale. Ce mensonge est tellement évident qu'il y a à peine besoin de rappeler les deux articles essentiels les articles concernant la Constitution. Article 37, la liberté individuelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Et article 35, les citoyens de la République populaire de Chine disposent de la liberté de parole, de presse, de réunion
d'associations, de défilés et de manifestations. J'en viens à la charte de Liu Xiaobo, charte 08, qui mérite d'être lue. Elle n'est pas tellement lue maintenant, mais quand même elle est l'ensemble, le document le plus complet de critique du régime et de propositions sur son évolution possible. Cette charte a trouvé 10 000 courageux et plus, en Chine même, et ces gens-là ont osé signer, osé se signaler aux autorités chinoises, et depuis, de fait, la répression à leur égard n'a pas cessé. Mais c'est pourquoi je veux rappeler un autre anniversaire, qui est le 3e anniversaire de ce qui est 709, c'est-à-dire le 9 juillet 2015, où quelques 300 avocats et militants des droits civils ont été arrêtés. Pas mal ont été relâchés, mais beaucoup ont été retenus, quelques mois, quelques semestres, quelques années. Certains sont encore en tôle, et il y en a même un, Wang Changzhang, qui a disparu. On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est vivant. Tous ceux qui sont sortis de détention à cette occasion ont fait état de torture, de mauvais traitements. On a forcé plusieurs, y compris des femmes, des avocates, à faire des aveux télévisés en faisant pression sur leurs enfants, sur leur famille, avec des menaces. Certains ont cru nécessaire d'envoyer leur famille à l'étranger parce qu'il y avait des menaces sur leurs enfants et sur la carrière de leurs enfants, pour menacer de la briser d'une manière définitive. Ainsi, on a tout un groupe d'avocats qui se retrouvent dans une situation voisine de celle où étaient Liu Xiaobo et Liu Xia. D'une certaine manière, ils sont les collègues et les continuateurs de Liu Xiaobo, et les épouses de tous ces avocats emprisonnés sont d'une certaine manière les petites sœurs de Liu Xia. Harcelées comme elles, conjointes des emprisonnés, obligées parfois de quitter la Chine pour que leur vie soit moins insupportable. Mais là, je parle de ce qui se passe en Chine, mais je crois que nous sommes aussi directement concernés, non pas seulement parce que la population chinoise représente la 6e du globe et on ne peut pas s'en désintéresser, mais parce qu'en fait, la Chine exerce des pressions extérieures, progressives et efficaces, et qui, je vais te montrer, arrivent même à influencer les intellectuels, la pensée française. Ces jours-ci, c'est-à-dire il y a 3 jours, il y a eu un communiqué à la fin des discussions Europe-Chine qui se sont tenues à Pékin, 2 jours avec des gens de peu d'importance. Je rappelle que ces discussions bilatérales Europe-Chine à Pékin sont déjà une concession qui a été faite à la Chine parce qu'il s'agissait d'éviter une discussion générale sur les droits de l'homme chinois, enfin la manière dont ils étaient observés en Chine, une discussion devant l'Assemblée générale des Nations Unies. On a décidé, comme toujours, comme ça on n'en parle pas, on fait une réunion bilatérale. Cette réunion, c'est la 36e. Bien entendu, elle n'a rien donné de positif. Chacun a dit qu'il fallait libérer. Les Chinois ont dit que nous menions mal les migrations. Et le côté européen a dit qu'il fallait libérer quelques personnes. De toute façon, personne ne tirera de conséquences pratiques. Ça, c'est pour l'Europe. Maintenant, c'est encore, à mon avis, c'est plus grave ce qui se passe aux Nations Unies. On n'attache pas, à mon sens, on n'attache pas assez d'importance. Il y a des effets délétères sur le fonctionnement des organisations internationales qui nous concernent. La Chine occupe, comme vous le savez, une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais en fait, elle en conteste les valeurs directrices. Elle se refuse à ratifier et ne ratifiera pas le pacte international sur les droits civiques et politiques. Elle ne veut pas le faire parce que, au moins, ça donnerait des prises. Vous avez signé ce texte et vous ne le respectez pas. Alors, si on ne le ratifie pas, on signe, c'est pas grand-chose.
Si on ne ratifie pas, on ne peut pas vous dire, ah bon, on n'a pas signé. Donc on peut toujours répéter ça. En novembre, même chose, il y aura aux Nations Unies, dans le cadre des Nations Unies, un examen périodique universel. On va dire à la Chine qu'elle ne respecte pas ses engagements, mais elle dira qu'elle prend de bonnes notes, et puis on se retrouvera dans la prochaine session, c'est-à-dire je crois dans 3 ans, exactement la même situation. On ne fait rien, et comme on n'exclut pas dans les organisations internationales, les choses peuvent continuer indéfiniment. De tout temps, les pouvoirs forts, les dictatures, les démocratures ont attiré des intellectuels. Mais on a un exemple tout récent, fin avril, des professeurs connus de l'enseignement supérieur se sont exprimés, se sont demandés en pleine page dans le monde si la voie chinoise n'était pas, après tout, l'avenir du capitalisme. La Chine ouvrirait une voie originale pour le capitalisme du XXIe siècle. Bref, on pourrait la prendre pour modèle. D'accord, oui. Alors avec 3 à 6 millions détenus dans les camps, dont 1 million on a appris récemment, rien qu'au cimetière pour les Ouïghours, 1 million dans des camps. La censure exhaustive, les procès truqués, les enfermements psychiatriques et les exécutions. Heureusement, on a avec nous avons Liu Xiaobo et Lucia avec nous ce soir pour nous rappeler à la raison. On peut terminer par une citation de Clémenceau qui disait il y a un siècle, on ne peut jamais savoir ce qui peut advenir d'un homme s'il possède à la fois une certaine conception de ses intérêts et un fusil. Je crois qu'un siècle plus tard, c'est encore plus vrai. On ne peut jamais savoir ce qui peut advenir d'un État qui possède à la fois une conception unilatérale de ses intérêts et dispose de la puissance militaire, nucléaire et diplomatique. 刚才阿兰伯克介绍这个中国人权和国际社会的关系。他说，国际社会经常会骂中国，说你们不做这个，你们不做那个，你们应该修改，你们应该签名，等等等等。但是以后过了几年，没有任何变化，所以他说，这样中国对西方世界的影响是越来越糟糕。La dictature chinoise, vous le savez, est sans pitié, donc il n'a pas pu transmettre ni texte ni poème. On sait que tous les ans il écrivait des poèmes à la mémoire du massacre de Tiananmen, on suppose qu'il en a écrit et on espère que sa femme a pu les emmener en Russie, mais rien n'est moins sûr. Alors, déjà, donc avant 2008, il disait l'ascension de la Chine est réellement exceptionnelle. La Chine possède la première réserve de change au monde, en atteignant les $10 000. Bon, maintenant c'est plutôt $30 000. Sa force militaire, non, qu'est-ce que je dis, 10 milliards de dollars. Maintenant c'est plutôt 30 milliards de dollars, évidemment. Sa force militaire se développe substantiellement, ses hauts dirigeants du parti répandent leur argent dans le monde entier et ses touristes dépensent sans compter. Les produits chinois sont omniprésents. La Chine affiche le plus grand nombre de téléphones portables au monde et la vitesse de croissance de sa population d'internautes est la plus élevée. C'est ainsi qu'avec la fin de l'ère Jiang Zemin et les succès des Jeux Olympiques et de l'entrée de la Chine sur la scène internationale, la diplomatie de la discrétion sur ses propres forces et du profil bas préconisé sous l'ère Deng Xiaoping a été progressivement remplacée par une diplomatie de grande puissance. Cette diplomatie permet également la résurrection de l'attitude traditionnelle chinoise de domination absolue. Donc vous voyez cette notion d'une Chine arrogante qui émerge et qui s'impose au monde était encore peu répandue à l'époque. Donc, il y a plus de 10 ans, Liu Xiaobo, avec une lucidité assez étonnante, il avait déjà écrit noir sur blanc, et pour cette raison-là et toutes les autres raisons que je vous énumère pas ce soir, vous comprenez que Liu Xiaobo gênait dans le paysage. Alors maintenant que Tsai Ching-kuo est arrivé et qu'il n'était pas là, donc j'ai pu dire beaucoup de mal de lui en son absence, je vais lui prier de venir dire quelques mots pour
l'arrivée de Liu Xia dans notre monde et la commémoration de Liu Xiaobo. Cai Zhongguo, il faut le savoir, est arrivé à Paris le 14 juillet 1989, a fait de la France sa véritable seconde patrie. Il est le seul Chinois que je connaisse qui revient de Hong Kong et qui me dit « Qu'est-ce que les petits pains au chocolat m'ont manqué ?» Alors quand il me dit ça, ça me va droit au cœur. Mais il est parti s'établir à Hong Kong où il travaille avec Han Dongfang au China Labour Bulletin. Aujourd'hui, il est à Paris, en vacances, disons. C'est de colère, c'est la tristesse de voir Liu Xiaobo très très malade et dans l'hôpital, entouré par la police, au-dessus de son lit, c'est le caméra et la mise en scène, tout c'est la mise en scène par les autorités chinoises, invitées de médecins étrangers le voir. Et puis on a vu Liu Xia, elle était tellement fragile, à l'air. Et puis en même temps, on contacte tous les jours avec mes amis. Là, il voulait vraiment pénétrer dans l'hôpital Shenyang. Il a un projet de voiture, comment conduire de Pékin jusqu'à Shenyang, comment éviter la police, se cacher dans l'hôtel à côté, comment pénétrer dans l'hôpital, comment ils ont été finalement arrêtés par la police, interceptés par la police. Voilà, c'était très 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 émouvant. Après c'est la mort et puis c'est l'enterrement, soi-disant enterrement, après c'est la protestation. Il y avait tellement de Chinois qui sont allés au bord de la mer, allés au hôpital où Liu Xiaobo était pour rendre hommage à Liu Xiaobo, bien sûr. Beaucoup ont été arrêtés. Il y a plusieurs encore en prison en ce moment. Voilà, il y a1 年，我就讲我1年前一开始刘晓波怎么样在这个医院里面，我们是多么气愤，我们是多么感到无力。然后呢，又和朋友一起讨论。我那个时候我记得我在巴黎，我们每天我们视频，我们讨论怎么样从北京去沈阳，他们就去沈阳，然后开车，然后怎么样想躲过警察，想到那个医院里去，想看刘晓波都没有成功，然后就是刘霞，然后就是刘晓波的死，我记得很清楚。我觉得这个细节大家都应该记住。我老说中国的一些悲剧啊，没有细节就没有情感，没有细节呢，每个悲剧啊，每个死亡都是一样的，人就会变成一个个的数字，就没有个性，是吧？这个细节就是刘晓波躺在床上，是吧？然后呢，床上面全是了一些摄像机，那是叫人最感到耻辱那种时候。Voilà, depuis 1 an, c'est Liu Xia qui était surveillé. On était tellement de soucis d'elle. Et puis là, il y a quelques jours, on était tellement heureux de voir qu'il est libéré. Mais c'était la joie qui durait quelques heures. Parce que le lendemain, c'est tout de suite, c'est l'autre dissident à Wuhan de ma ville natale, Qi Youmi, qui est condamné 12 ans en prison. Il a déjà passé 22 ans en prison. Je le connais en 1982 quand il était étudiant. Et puis, voilà, c'est que. Mais en tout cas, on est tellement soulagés pour Liu Xia. C'est que je me souviens, vous-même temps, je pense à vous, vous êtes
toujours là quand on parle de digital. Chinois, Liu Xiaobo et Liu Xia. Et puis, je me souviens toujours tout de suite quand j'ai vu Liu Xia qui était à l'aéroport, d'abord à Helsinki, tellement émouvant. Là, une photo de Liu Xia est circulée sur les médias sociaux en Chine. Pendant 2 jours, on ne sait pas pourquoi, pas censuré. Liu Xia, il y a beaucoup de Chinois, mes amis, et même les Chinois qui le connaissent, me disent ils ont pleuré en Chine. Tout de suite, je pensais l'autre avocat s'appelle Wang Quanzhang. C'était ce qu'on m'a dit, c'est la honte, c'est le scandaleux plus absolu. C'est un avocat assez connu. Maintenant, ça fait 3 ans, plus de 3 ans, arrêté par la police. Aucune nouvelle, aucune information de lui. C'est même violation flagrante de la loi chinoise. 3 ans, arrêté un avocat, on ne donnait pas de nouvelles, ni au public, bien sûr, ni à la famille. Maintenant, sa femme, Liu Wenzhou, était surveillance. Voilà, si on monte un peu plus loin, c'est 2015 décembre, c'était mes amis et tout, c'était militants, pas tous, plusieurs militants de mouvements ouvriers ont été arrêtés. Voilà, c'était 3 jours, c'était dur, c'est très dur. Mais on continue. 我跟他们讲，看到刘霞出来的时候，我们真的很高兴。然后刘霞的照片在微信、微博上，传播很广。然后我们想，我们要记住，就是那种高兴也就是持续了几个钟头。接着秦永敏被判13年，秦永敏我是80年认识他。80年，他跑到武大，我给他写信，然后他跑到武大，我那时候大学生，他去找我，我们谈了很久。OK， 然后就是王全璋，对吧？王全璋作为一个律师，还有名的律师，被抓3年，没有任何消息。这个是前2天我们在微信上讨论几个人，我们都说这是一个巨大的耻辱，而且不准说一个民族。对这样一件事情都不发生，那确实真是一个大的耻辱。Mais on a espoir, juste à début, là, hier soir, j'ai discuté avec un intellectuel qui est venu de Chine. Il est tellement désespéré de la situation politique, il dit, tellement de Chinois aujourd'hui désespérés et ne supportent plus. Voilà, c'est qu'on l'a vu depuis quelques jours. Il y a tellement de, comme dirais-je, d'histoires drôles, érotiques, politiques contre l'autorité chinoise, mais n'est pas censuré. Et puis, voilà, c'est une résistance, c'est incroyable. De plus en plus, les Chinois sont très courageux. En tout cas, on dit on n'a plus rien à faire. Si on continue comme ça, on sera fini par d'être malade, d'être fou. Alors, on fait quelque chose. Et puis là, il y a récemment, là, hier, aujourd'hui, c'est surtout une étudiante qui finit ses études, qui travaille dans l'usine, qui se fait élire comme le délégué des salariés, mais il est viré, bien sûr, mais il continue, elle est soutenue par des milliers d'ouvriers et d'intellectuels. Voilà, on a espoir.
我就跟他讲，这几天这个其实也还是有希望的。昨天我们跟一个国内来的人谈，他那种愤怒，他那种对国内的政治形势的绝望，这个叫粉机一样。然后呢，就这几天，我是觉得我从来没有看到过那么多的公开的批评这个嘲笑这个中国政府和他的政策，然后呢，工运动也在继续，工人罢工啊，真是今年比去年还多。为了龙坡的开发，从培龙过后开发从培龙过后，是单单各国必须各两地是固定的。然后呢，还有一些工人的积极分子啊，你像这几天这个网络讲最多的那个叫沈梦的这个学生，他毕业了，但是他当工人代表，然后被他研究生毕业，他在工厂打工，然后当工人代表，然后被开除了，继续抗争，很多人支持他，所以还是有希望。Voilà, merci. Il apporte toujours son regard très personnel sur la Chine et on sent qu'il vibre à l'unisson avec le peuple chinois qui continue tout de même à se battre malgré les conditions tellement difficiles aujourd'hui, malgré l'intensité de la répression. J'ai devant moi des amis ouïghours, je leur suis reconnaissante d'être là et je leur suis reconnaissante d'avoir apporté la photo d'Ilham Tohti. C'est assez horrible à dire, mais pour moi, Ilham Tohti, c'est un peu le futur Liu Xiaobo. D'un côté, je pense qu'il pourrait obtenir le prix Nobel de la paix parce qu'il s'est battu toute sa vie intellectuelle, toute sa vie de professeur à l'université des minorités ethniques de Pékin pour essayer de faire un go-between entre le peuple ouïghour et les autorités Han et de dire à ces autorités communistes il y a moyen de s'entendre. Il n'est pas nécessaire de créer une espèce de guerre larvée ou une espèce de destruction du peuple ouïghour. On peut trouver des points de collaboration. Et c'est là où je dis Ilham Tohti est un peu le futur Liu Xiaobo, c'est-à-dire qu'il a eu des intuitions exceptionnelles. Il a décrit la difficulté pour les Ouïghours de trouver des travaux à la hauteur de leurs compétences. Il a décrit la façon dont le peuple ouïghour était maintenu dans une forme de dépendance parce que pas suffisamment soutenu dans leur éducation, pas suffisamment soutenu dans leurs investissements économiques, petit à petit évincé par l'arrivée massive des Chinois Han à l'intérieur du territoire ouïghour. Et pour toutes ces raisons, bien sûr, comme pour Liu Xiaobo, pour sa lucidité et son désir pacifique de résoudre les problèmes interethniques, Ilham Tohti, lui, a été condamné à vie. Condamné à vie, c'est la même chose que condamné à mort. Hein. Ça veut dire qu'il va être de plus en plus en mauvaise santé, très probablement, et il risque évidemment de mourir en prison. C'est pour ça, nous autres, qui avons la liberté de parler, la liberté d'agir, nous avons, comme on dit, nominé Ilham Tohti pour le prix Nobel de la paix de cette année. Je ne dis pas que notre espoir est immense de le voir nommé, enfin on sait jamais. Et s'il est nommé, nous espérons évidemment de tout cœur qu'il n'ait pas le même destin que Liu Xiaobo, ça va de soi. Mais je parle d'Ilham Tohti, on pourrait parler du million de Ouïghours que nous pensons maintenant dans des centres de détention, des centres de détention qu'on a l'outrecuidance appelés des centres de rééducation. On ne sait pas exactement combien ils sont, mais que ce que l'on sait, c'est qu'il y a des appels d'offres très importants sur Internet et qu'on voit que ces appels d'offres sont envoyés à des constructeurs Han pour construire des centres de détention. Détail horrible, il y a eu des appels d'offres pour la construction rapide de nombreux crématoriums. Et nous apprenons pratiquement toutes les semaines le décès de ces jeunes Ouïghours, vous les voyez là en pleine forme,
qui sont arrêtés après leur retour au Xinjiang, envoyés dans des centres de détention et un mois après, aux surprises, ils sont morts. C'est une situation abominable dont on ne parle pas assez. J'ai en face de moi Ursula Gauthier qui en a parlé, qui a été courageuse, qui est allée au Xinjiang. Résultat, elle s'est fait expulser de Chine. Évidemment, elle en avait trop dit. Bon, 我就总结一下，我感谢我们的维族朋友到这儿来，因为我们都会想到伊朗托蒂的这个状况，伊朗托蒂被判无期徒刑。这个无期徒刑，我觉得跟死刑差不多，这就是说你一辈子不能出来，你要死就活该。所以我们在这儿国外，我们努力替他呼吁，我们也希望他能有一天得到这个和平诺贝尔奖，也希望他的命运跟刘晓波的命运没有那么糟糕。当然，但是我们继续努力，我们继续也为了这些可能10万、100万维族人现在被抓在可以说集中营。我们替他们，希望他们很快的得到自由。Selon moi, la crise tibétaine et la crise chinoise sont les manifestations différentes d'un même problème, et le conflit entre la grande unification et le degré d'autonomie est en réalité celui de la dictature et de la liberté. Le point d'orgue que connaît aujourd'hui la crise tibétaine n'est en rien l'exacerbation du conflit et de la haine entre Han et Tibétains, mais un conflit entre deux systèmes malheureusement occultés par un conflit ethnique. Étant donné la réalité du système chinois actuel et la tactique de gouvernance de messieurs Hu Jintao et Wen Jiabao, même si cette nouvelle crise ne s'était pas produite, le Parti communiste chinois n'aurait jamais accepté la voie du milieu demandée par le Dalai Lama, à savoir ne plus se mettre en quête de l'indépendance et n'exiger désormais que l'autonomie. Si messieurs Hu Jintao et Wen Jiabao acceptaient ce haut degré d'autonomie proposé par le Dalai Lama, cela impliquerait que le gouvernement du comité central céderait la gouvernance aux Tibétains, ce qui reviendrait à accorder à une région du territoire chinois un statut de un pays, deux systèmes, comme c'est le cas à Hong Kong, ce que messieurs Hu Jintao et Wen Jiabao peuvent difficilement accepter. Car la question du Tibet n'a rien à voir avec Hong Kong ni avec Taïwan. Tant que les Chinois se trouveront prisonniers de cette dictature, les Tibétains ne pourront prétendre obtenir quelque liberté que ce soit. Tant que les Chinois ne parviendront pas à gagner leur autonomie civique à l'intérieur de leurs frontières, les Tibétains, tout comme les autres minorités, ne pourront obtenir une véritable autonomie nationale. C'est pourquoi la résolution de la question tibétaine passera impérativement par la résolution de la question du système politique chinois. Qu'importe la forme que prendra à l'avenir la résolution de la question tibétaine, la démocratisation de toute la Chine est une condition politique préalable obligatoire. Et pour parler entre le Dalai Lama et M. Hu Jintao et Wen Jiabao, pourront-ils s'ouvrir? Si oui, pourront-ils déboucher sur des résultats concrets? En aucune mesure, ils ne sauraient dépendre ni de la situation des relations entre Pékin et Lhasa, ni de la pression diplomatique de la part de la communauté internationale. Ils ne dépendront jamais que du processus de réforme de la politique intérieure chinoise. Les négociations entre Pékin et Dharamsala ne débuteront réellement que le jour où la démocratisation de la politique chinoise sera en marche. En un mot, les Chinois ne jouissent d'aucune liberté, les Tibétains d'aucune autonomie. Le postulat inverse est tout aussi vrai. Les Tibétains ne jouissent d'aucune autonomie, les Chinois d'aucune liberté. Et malheureusement, il a beaucoup parlé du Tibet, parce qu'à l'époque, c'est au Tibet que les drames étaient les plus intenses. Aujourd'hui, il parlerait sûrement beaucoup plus du Xinjiang, ou si vous préférez, du Turkestan oriental. 我说刚才这篇文章就说，中国和西藏之间的矛盾不是一个民族的矛盾，而是一个制度的矛盾。他说，如果中国政府允许西藏人过他们自己的生活，按照他们自己的文化，那就是一国两制的这个制度。当然，中共就不会允许这么一个制度。所以，刘晓波在这儿也是看得很透，他看得太透，所以中国政府就恨他。Il y a un an, on était ici même, on était moins nombreux, on l'est plus aujourd'hui. Je suis venu parce que l'extrait qui vient d'être lu sur Vivre dans la vérité de Liu Xiaobo, on se dit quand même qu'on aurait beaucoup aimé lire.
des textes de Liu Xiaobo sur les problématiques de la vérité aujourd'hui. Au-delà des problématiques de la propagande du Parti communiste, mais des nouvelles manières d'étouffer tous ceux qui veulent faire paraître, faire connaître des faits en Chine et ailleurs. Je suis ému parce que derrière moi, il y a la chaise. La chaise, c'est un symbole extrêmement fort. Je pense à cette chaise qui est, vous savez, à Genève, face au Palais des Nations. Cette chaise avec un pied en moins, un pied coupé, qui illustre la campagne contre les mines antipersonnelles. Et cette chaise, qui a porté un symbole, porte aujourd'hui le symbole d'une victoire. Une victoire assez grande quand même du combat contre les mines antipersonnelles. Nous, quand je dis nous, tous, les associations qui sont ici, Liu Xiaobo, toute la communauté des femmes et hommes de bonne volonté, luttent contre d'autres mines qui minent les systèmes démocratiques, qui minent les sociétés et qui sont des mines informationnelles, des mines de propagande. Et cette chaise, avec les barreaux, elle renvoie évidemment à l'image d'une chaise vide, mais c'est une chaise sur laquelle, aujourd'hui finalement, sur ces barreaux, on peut dire que Liu Xiaobo s'est assis. On peut dire que cette chaise, elle est pleine, qu'elle est remplie, que s'il y a eu d'abord un grand vide lors de la cérémonie à Oslo au moment de la remise du prix Nobel de la paix, finalement Liu Xiaobo continue, et la meilleure preuve c'est qu'on est là aujourd'hui, continue à animer les esprits de tous ceux qui veulent résister. Et je suis enfin ému du fait qu'on ne l'aurait pas nécessairement parié il y a un an, mais finalement on se réunit avec Liu Xia libre. Liu Xiaobo, les conditions de ce qu'à l'époque nous avions appelé un assassinat par absence de soins, les responsables devront en rendre justice. Devant l'histoire, mais espérons-le aussi devant les hommes. Et cette impunité-là aussi, nous la combattrons. Liu Xiaobo demeurera une source d'inspiration pour les Chinois, mais pas seulement pour les Chinois. Je pense au Tankman, vous savez, l'homme qui avait arrêté la colonne de tanks face à Tiananmen et qui est l'un des plus illustres inconnus du monde. Il n'avait pas tellement d'effet en Chine, malheureusement, mais il avait eu un impact extrêmement fort dans les révolutions d'Europe de l'Est. Et la force de Liu Xiaobo, c'est qu'il est universel. Et c'est qu'il nous aide partout, évidemment s'agissant du pouvoir de Pékin, mais au-delà, aujourd'hui il nous sert de référence pour lutter contre ces anti-modèles qui tentent de s'exporter, qui tentent d'influencer le reste du monde. Et ça c'est un combat majeur, un combat qui sera difficile, mais on est vraiment dans un moment où nous devons faire en sorte de trouver les moyens de mobiliser les modèles démocratiques face à ces anti-modèles despotiques aussi puissants. Et si les cendres de Liu Xiaobo sont dans la mer, en tout cas, ces idées, ces textes, sont dans les têtes de millions de personnes et qui continueront à les porter. Je veux dire que demain, et c'était prévu de longue date, à Taipei, une statue sera installée tout près de la tour 101, vous savez, les plus hautes tours du monde. C'est une opération menée par l'association des amis de Liu Xiaobo, et notamment par notre ami Wer Kaishi, qui était l'un des grands dirigeants du mouvement de Tiananmen en 89, et par Reporters sans frontières. Et il aura sa statue, espérons-le, il aura sa statue Liu Xiaobo dans de nombreuses villes du monde. Nous devons absolument faire en sorte qu'il soit visible dans l'espace public. C'est pas possible en Chine pour l'instant, mais faisons en sorte qu'il le soit aussi un jour à Pékin, à Shanghai, à Canton et à Paris. Mais je vais vous dire, j'avais commencé par les villes occidentales ou par les villes du reste du monde, pour finir par les villes chinoises, mais évidemment, il faut que l'obtienne à Paris, mais aujourd'hui, c'est ce que vous avez réussi à faire. Merci. 他对我们说，刘晓波虽然是一个中国人，但是他对全世界影响很大，可能在全世界就是中国之外，影响比在国内还大。他说，六四的时候，王伟林的影响，王伟林的照片，
就是影响了全世界，包括东欧的那些革命，就是反共产党的革命。所以希望我们继续纪念刘晓波。他很高兴这儿有一个教科，他告诉我们明天在台北也会有一个像大象，是乌尔凯西和他的朋友一起组织，他明天就会放在这101这个最高的塔，台北的一个塔。Je vais juste lire quelques lignes de Liu Xiaobo sur Internet et moi, juste pour nous rappeler ce que l'arrivée d'Internet a eu comme impact en Chine. Liu Xiaobo écrivait « Dans un pays où la parole est muselée, mes articles ne peuvent paraître qu'à l'étranger. Avant l'utilisation de l'ordinateur, il me fallait un temps infini et des efforts incroyables pour corriger mes articles écrits à la main, et le coût de l'envoi était très élevé. Ensuite, pour éviter que mon papier ne soit intercepté lors de l'envoi, il me fallait cavaler de l'ouest à l'est de Pékin à la recherche d'un ami étranger qui possédait un fax et que je mettais à contribution. Le coût élevé de l'envoi avait naturellement une influence sur mon efficacité et mon ardeur. Et en un mois, je ne pouvais publier dans les médias étrangers qu'un ou deux articles, pas plus, ce qui n'était déjà pas si mal. Je dois dire que ça me rappelle mon passé, parce que j'étais à Pékin en 78-79, et à l'époque, on avait encore même pas des fax, enfin on était encore à le papier, là où il y a des trous. Des téléx, voilà, on faisait encore des téléx. Et donc moi, j'allais à l'aéroport et je guettais des Français qui partaient, et j'écrivais l'adresse de Libération. Et j'envoyais, souvent j'écrivais l'adresse d'un autre ami qui allait ensuite porter mon papier à Libération. Vous voyez, la peur de la censure, ça date pas d'hier, et la complexité de s'exprimer à partir de la Chine vers l'étranger, c'est pas nouveau. 我说，刚才刘晓波说那个因特网对他有多大的帮助，因为没有因特网，他就完全不可以到国外传他的文章。所以我就加了我自己的经验，我78、79年在北京的时候也是那样，我必须到机场去找一些法国人，给他们一封信，然后这封信就寄到那法国的那个《解放日报》，才可以发表我的一些文章。Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir une poétesse. Et il s'agit d'un poème qui est dédié à ce que nous avons derrière nous. Alors voilà, c'est une surprise que je vous ai faite parce que c'est un poème tout à fait étonnant dans la grande tradition, j'ai envie de dire, de Victor Hugo. Et je suis heureuse d'écouter votre poème. Chaise colossale de 3 mètres de haut, tu nous toises de toute la magnificence de ta grandeur, pour nous sortir de notre torpeur. Chaise vide, emblème de la terreur. En 2010, Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix évincé, incarcéré, condamné à purger des peines de prison répétées, fondé sur l'interdiction de réclamer le droit au respect de l'humanité. Liu Xiaobo, homme chinois fort de la situation, ulcéré, révolté de tant d'ignominie, dont, entre autres, en 1989, le massacre de la place Tiananmen, si contesté par ce gouvernement avide de sang. Cette œuvre, la chaise vide du sculpteur Wang Keping, te rend les honneurs spoliés par un gouvernement de l'horreur. Liu Xiaobo, tu as fait table rase de cette sombre ineptie. La vacuité, contre-performance, assoit ta légitimité, emplit l'espace du penseur libre. La chaise vacille, mais ne ploie pas. Liu Xiaobo, tu es décédé le 13 juillet 2017, l'été dernier. Ton nombre démesuré d'hommes de cœur surplombe cette chaise d'envergure, 300 kilos, prête à recevoir en fer de lance toutes les victimes décimées
et honorer leur mémoire. Chaise vide, tu nous incites, par ta caricaturale stature, à gravir les barreaux, escalader l'assise et nous tenir raides debout au garde à vous pour exalter ensemble de toute la force de nos cages thoraciques un air libérateur de l'intolérable et infernal opprobre, avoir été citoyen du monde. Que ton âme continue à rayonner sur tous les océans. Il y a un an, nous étions ici tous ensemble. Nous avons pleuré pour la mort de Liu Xiaobo. Le lendemain, le 14 juillet, il y avait une conférence de presse commune du président de la République française, M. Macron, et de Donald Trump, à l'occasion du 14 juillet. Il s'agissait de mettre en scène leur amitié naissante. Ils ont été interrogés par un journaliste chinois qui leur a demandé « Que pensez-vous du président chinois, Xi Jinping ?» Ils ont fait un concours tous les deux de félicitations. Homme extraordinaire, un des grands leaders de notre monde, un ami, un leader de talent, un homme très bon, disait M. Trump. Mais alors qu'on était le lendemain de la mort de Liu Xiaobo, pas un d'entre eux n'a prononcé le moindre mot pour au moins honorer la mémoire de quelqu'un qui était prix Nobel de la paix. Ensuite, le président de la République française s'est fendu d'un tweet de 131 signes pour saluer la mémoire de Liu Xiaobo. C'est tout. Suite à ces bonnes manières, Madame Brigitte Macron la voie été ouverte pour qu'elle soit désignée marraine officielle des 2 pandas qui ont été expédiés par la dictature chinoise aux zoo de Beauval, tout à fait mignons les pandas, pour faire oublier justement ce qui venait de se passer et toute cette atmosphère de répression dont on a parlé tout au long de cette commémoration. Nous avons écrit, j'ai moi-même écrit à Madame Macron pour l'alerter sur le sort de Liu Xia. Pas de réponse et depuis je ne pense pas qu'elle ait manifesté le moindre intérêt ou en tout cas la moindre communication publique pour cette affaire. En mai dernier, François Hollande, le précédent président de la République, a rendu visite au président chinois Xi Jinping, il a remis un livre, a reçu un livre, etc. et a rendu hommage. Il a dit qu'il était admiratif de la vision longue qu'ont les dirigeants chinois. C'est une manière de dire qu'il approuve en quelque sorte le fait que maintenant Xi Jinping peut être président à vie, une vision longue. Le même François Hollande, quand il était président de la République en 2013, s'est rendu à Pékin et a choisi de ne pas mentionner le nom de Liu Xiaobo pour ne pas gêner les bons rapports entre la France et la Chine. On peut multiplier les exemples, car il y a une caractéristique, hélas, à notre grande honte, de nombreux dirigeants politiques français qui manifestent une complaisance et une lâcheté très impressionnante et très troublante à l'égard des autorités chinoises. Il y a bien sûr ceux qui ont transformé cela en business, comme l'ancien Premier ministre Raffarin, qui a monté une boîte de conseil pour rapprocher les entreprises chinoises et françaises. Il y avait Chirac, il y a Sarkozy, qui était au pouvoir au moment où Liu Xiaobo a eu le prix Nobel de la paix. Et à l'époque, il n'y a pas eu de réaction officielle du gouvernement, seulement une petite déclaration du ministère des Affaires étrangères, uniquement saluant le prix Nobel. D'ailleurs, M. Sarkozy pense que le pouvoir à vie est une bonne chose, ça permet de prendre son temps, etc. Donc on a, comme l'a dit Marie tout à l'heure, on peut parler, il faut parler, car on a une responsabilité particulière. Je ne veux pas faire des comparaisons, mais quand on voit ce qu'a été l'implication du gouvernement allemand dans la libération de Liu Xia,
il y a quand même pas mal de problèmes. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une telle complaisance? Chacun peut avoir son point de vue, mais il y a quelques semaines est mort en France un grand capitaliste qui s'appelait Serge Dassault, ultra-libéral, qui avait fait cette déclaration pour comparer la situation en France et en Chine. Il avait dit, en France, comme vous le savez, on ne travaille pas assez. Les Chinois, eux, ils travaillent 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font des bons produits pas chers. Et ça renvoie quand même à quelque chose, ce qu'on appelle, ce qu'on ose appeler le modèle chinois, et fascine beaucoup de gens de par le monde. Un modèle sans démocratie, sans élection, sans syndicats indépendants, sans presse libre, pas de loi protectrice du travail, il y a été fait allusion tout à l'heure, pas de liberté d'expression, Internet contrôlé, et ô combien contrôlé, on l'a vu récemment à propos de l'anniversaire de Tiananmen, avec toutes les manipulations sur les chiffres, etc. Ou au moment de la révolution du jasmin en Tunisie, quand le terme jasmin avait été retiré de l'Internet chinois, pas qu'on l'utilise. Et donc il y a une espèce d'alliance internationale, au-delà des polémiques, de gens qui trouvent que finalement, ce modèle, non pas chinois, mais de la dictature chinoise, qui de plus ose se prévaloir du marxisme, du communisme, du socialisme, tout ce que vous voulez, qui trouve que ce modèle, finalement, c'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a de la prospérité, etc. Et donc, nous, notre rôle, ici, militants, associations, simples personnes qui défendons les droits de l'homme, consiste à défendre autant qu'on peut, comme aujourd'hui et comme d'autres fois, tous les gens qui en Chine se battent pour l'écologie, pour l'environnement, pour les droits de l'homme, pour les minorités, pour les droits des LGBT, pour les droits des femmes, pour tout. Nous devons les soutenir tant que nous pouvons et tant qu'il le faudra. Merci. Nous allons terminer bientôt et nous terminons sur le sujet le plus douloureux, celui de la peine de mort. Comme vous le savez, la Chine reste le pays qui exécute le plus au monde. Le gouvernement chinois de Xi Jinping est une extraordinaire machine à broyer. Une machine à broyer la liberté, une machine à broyer l'humanité, une machine à broyer le futur. Et elle le fait à tous les niveaux, elle le fait à l'ONU, elle le fait auprès des gouvernements européens, elle le fait auprès des industriels, ça a été rappelé. Elle le fait des fois auprès du simple citoyen européen ou dans le monde. Et la voix de Liu Xiaobo était cette lumière dans les ténèbres, cette lumière qui rappelait un peu de bon sens, un peu de raison, qui ramenait de la vérité dans cette propagande internationale, parce qu'il ne faut pas oublier, et il faut arrêter toute naïveté, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement de Xi Jinping est une politique impérialiste, avec des visées impérialistes, pour porter un modèle, et un modèle totalement antinomique avec les valeurs universelles des droits de l'homme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, en particulier quand on est un chef d'État d'un pays européen, en particulier quand on est un maire ou une maire d'une ville européenne, en particulier quand on est épris de valeurs universelles. Et la première des valeurs, c'est le droit à la vie. Et la Chine communiste et le gouvernement chinois utilisent la peine de mort comme le premier de ces outils d'oppression et de répression. On essaye de le porter, il faut le faire savoir, il faut continuer à le faire savoir. Encore récemment, ils ont remis au goût du jour l'utilisation du spectacle, notamment dans des stades, où ils ont refait des simulacres de procès avant l'exécution. Pourquoi le faire dans des stades? Encore une fois, on veut intimider, on veut oppresser, on veut faire peur. On veut faire peur aux dissidents, on veut faire peur aux avocats, on veut faire peur aux syndicalistes, à l'environnementaliste, et tout simplement aux citoyens. Et on veut faire peur à l'international aussi. Et je crois que c'est en gardant cette lumière, en gardant la voix de Liu Xiaobo, en gardant la voix de Liu Xia,
qui va nous aider, qui est là, qui est sorti de cet enfer. En se battant pour Ilham Tohti, en portant des modèles et en parlant tout le temps, en parlant et en parlant. J'aimerais vraiment saluer ici l'importance de ceux qui permettent ces passages d'informations, ces voix. C'est d'abord et avant tout ici en France, Marie Hoffman, j'aimerais vraiment la saluer parce que le travail qu'elle fait auprès de tous, la communauté chinoise, la communauté des ONG, la communauté des politiques, la communauté des citoyens est incroyable. C'est une passeuse de droits de l'homme et rien que pour ça, je leur remercie du fond du cœur. Merci Marie. Et c'est en la mémoire de Liu Xiaobo qu'il faut continuer. Moi, je vous assure qu'on va continuer. Le prochain congrès mondial contre la peine de mort aura lieu à Bruxelles très prochainement. On va essayer de mettre la Chine dans les sujets. On va mettre cette œuvre d'art, elle doit être exposée. Elle ne doit pas être exposée que 3 heures, elle doit être exposée de manière permanente. C'est de manière permanente que l'on doit porter la voix des sans-voix en Chine. Donc je vous remercie. Oui, je voulais juste dire que ni Lucia ni Liu Xiaobo n'auraient aimé que dans un jour pareil, on oublie ce qui arrive à Oleg Sentsov dans un camp sibérien en Russie. Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien illégitimement emprisonné, qui est en train de mourir d'une grève de la faim. Ça fait plus de 40 jours qu'il fait la grève de la faim. C'est pendant la Coupe du Monde et tout le monde s'en fout à Moscou, à Paris et ailleurs. Donc ne l'oublions pas, parce qu'il va sans doute mourir le jour de la finale. C'est terrible. Je donne la parole à Ma Deshong. Entendre Ma Deshong déclamer ses poèmes, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. On en passé, comme un nuage, sorti. Mais en Chine, toujours la même chose. Ouais. Oh, attends. Je vu. Xiao Po là. Oui, viens, Xiao Po là. Oui, Xiao Po. Viens, Xiao Po. Oui, Xiao Po. En passé, Xiao Po. Il a dit merci beaucoup tout le monde de venir. Pas seulement pour lui, pour beaucoup de Chinois. D'abord, merci mon copain. Il faut être française, mais pas très con. Il faut encore plus con. Parce que en Chine, il y a beaucoup de prisonniers politiques en Chine. Encore beaucoup. Sa chaise, très petit, encore petit. Premier, merci mon copain. Deuxième, merci Marie. Il a 30 ans, plus 40 ans pour les Chinois. La liberté. Merci tout le monde, toutes les sociétés ont de venir pour en Chine. Merci, c'est mon frère, c'est très triste pour notre frère, c'est Xinjiang. Il faut liberté. Merci tout le monde pour aujourd'hui ma femme, liberté. Il a dit, moitié content, sa femme liberté. Mais moitié en Chine, beaucoup de Liu Xia encore dans la prison, encore beaucoup de Li Xia, Ma Xia, Wang Xia, Liu Xia, beaucoup. Tout le monde ne pas oublier. Oubliez pas. Liberté, les Chinois. Liberté, pas Chinois. Pas oublier. Liu Xiaobo, il est parti.
il a seulement parlé quelques mots parce qu'il a retourné Berlin avec sa femme. Il est parti. Merci,小波. Merci. Merci, venir 2 minutes. Merci. Merci. Merci encore. Merci. Je dois vous dire adieu. Il est 18h30 et nous devons rendre leur liberté à ceux qui nous gardent. Au revoir. Si vous voulez, mettons-nous ici pour prendre une photo ensemble autour de cette chaise qui va bientôt disparaître.